Et bonjour, on se retrouve pour la deuxième vidéo de ma série sur le potager en bac de culture. Dans la première vidéo, dont je vais vous mettre le lien ici, là, en haut, là, hop, ici, là, si jamais vous l'avez pas vu, on parlait donc de la manière de faire un bac en particulier. Dans cette vidéo-là, on va plus s'intéresser à la manière d'organiser le potager en général et comment on fonctionne dans ce genre de potager. Alors pour réaliser ce potager, je me suis fortement inspiré des méthodes de maraîchage de Jean-Martin Fortier, qui est un maraîcher québécois qui a pas mal révolutionné un peu son petit monde en faisant du maraîchage sur petite surface. Voilà, je vais vous faire une petite incruste de son documentaire là, que je peux que vous conseiller sur du coup le jardinier maraîcher. Nos planches permanentes sont standardisées sur la largeur, mais aussi sur la longueur. Toutes les planches à la ferme ont 30 mètres de long, ce qui fait en sorte que la plupart du matériel qu'on utilise sur la ferme devient beaucoup plus polyvalent. On peut penser aux couvertures flottantes, aux bâches, aux lignes d'irrigation qu'on utilise. Elles vont toutes avoir les mêmes longueurs, donc on va pouvoir les déplacer n'importe où sur la ferme, puis on va en avoir besoin moins. Donc l'idée c'est d'avoir des bacs standardisés qui ont tous la même taille, de manière à ce que tout équipement qu'on ferait pour un bac au potager soit utilisable dans un autre bac. Ça va fortement faciliter les rotations chaque année et on va pouvoir réutiliser le matériel d'une planche à l'autre. Alors ce qui se passe aussi du coup, c'est que avec ce système là, on se met à compter en planches. C'est-à-dire que chaque planche fait 2,5 mètres carrés dans mon potager, mais je me soucie plus, je compte plus en ces termes-là, je compte en termes de planches. Je sais que chaque année, par exemple, je vais planter 4 planches de tomates, je vais mettre 6 planches de patates, ce genre de choses. Et donc la planche devient en fait effectivement une unité de mesure, comme l'explique bien Jean-Martin Fortier, et ça permet de vraiment simplifier avec des chiffres extrêmement simples et ronds sa manière d'organiser le jardin. Et donc c'est un potager qu'il est extrêmement facile de représenter sur un plan, puisqu'on a vraiment des zones de culture bien définies. Donc du coup, c'est un peu comme si on avait quasiment des tables à un restaurant, hein, la table 1, 2, 3, on pourrait les numéroter comme ça. Et donc ça permet d'organiser la rotation extrêmement simplement d'une année sur l'autre. De dire que tel bac va supporter telle culture, et on peut suivre du coup avec les plans d'une année sur l'autre à quel endroit on avait planté telle chose. Et ça permet vraiment de s'organiser très simplement d'une année sur l'autre. Alors parmi l'équipement standard qui revient le plus sur mon potager, qui fait un peu polémique parfois en commentaire parce que les gens aiment pas trop ça, je comprends pour l'aspect esthétique, peut-être un peu pétrole aussi également, j'en ai pas mal discuté déjà dans mes anciennes vidéos, mais c'est tellement pratique pour s'éviter la corvée de désherbage, ce sont les bâches plastiques. Donc voilà, c'est des rouleaux, ce que je vous conseille, donc du coup c'est des rouleaux de bâches tissées 130 grammes par mètre carré, donc c'est très robuste dans le temps, normalement. En plus ils font 1,05 m de large, vu que les planches font 1 mètre de large, c'est parfait. Vous avez juste qu'à faire une découpe sur la largeur là de votre grand rouleau et vous aurez des bâches qui sont à la taille de vos bacs. Et donc ça vous permet, dès qu'une culture est terminée, de recouvrir le bac. Et ainsi, en recouvrant le bac, toutes les plantes qui se retrouvent dessous, en fait, se retrouvent sans lumière. Et sans lumière, les plantes meurent. Ce qui fait que vous désherbez comme ça sans problème, sans vous fatiguer. Et quand vous revenez au printemps, vous enlevez la bâche. Vous avez un sol parfaitement propre. L'autre intérêt également de ces bâches là, c'est que contrairement au paillage, ça n'empêche pas le sol de se réchauffer au printemps. Et donc quand vous l'enlevez au printemps, le sol est déjà chaud et c'est extrêmement important pour pas mal de cultures d'avoir un sol chaud pour que les racines se retrouvent bien implantées confortablement. Il y a beaucoup de cultures qui ne fonctionnent pas parce que le sol est trop froid justement, et les paillages de type organique empêchent le sol de se réchauffer. Alors après, sous la bâche, ça n'empêche pas de mettre plein de matière organique. Donc là par exemple c'est des restes de culture de patates, mais je vais mettre des feuilles à l'automne, je vais mettre plein de choses. Voilà, faut pas hésiter à donner à manger au sol. Mais voilà, je rajoute une bâche en plus. En plus ça me fait une sécurité, je sais que si jamais je manque de paillage, à tout moment je peux mettre une bâche et je garde la main sur mon bac, sur ma culture, et j'ai pas à m'inquiéter du fait que ça s'enherbe et que je suis obligé de désherber, ce genre de choses. Alors un autre avantage de prendre de la bâche tissée 130 grammes par mètre carré, c'est qu'en plus d'être robuste et de pas laisser passer la lumière, ça laisse passer l'eau en revanche, ce qui permet quand même du coup à la vie du sol de pas mourir de soif là-dessous. Donc en gros, il faut prendre des rouleaux, les tailler un peu plus longs que la longueur de la bâche, donc plutôt prendre 2,70 m que 2,50 m pour la découpe, de manière à ce que ça déborde bien de chaque côté et que la lumière rentre pas.
Il vous en coûtera à peu près 3 € par bac de bâches supplémentaires à rajouter. Mais franchement, ça en vaut vraiment le coup en termes de temps gagné et de sécurité pour vous. Vous n'êtes pas en permanence à vous soucier de savoir si votre potager va se réenherber. Vous avez la sécurité de la bâche qui vous assure que quoi qu'il arrive, vous retrouverez des bacs propres. Alors parmi les autres équipements standards, par exemple, on peut évoquer les filets à ramer que j'ai fabriqués, donc qui sont à la taille exactement d'un bac et qui d'une année sur l'autre du coup se déplacent de bac en bac. J'ai qu'à replanter les 3 piquets. Là, vous voyez, j'en ai 3 des filets à ramer, en fait j'ai de quoi ramer 3 bacs. Et donc chaque année je peux déplacer les piquets avec les filets de bac en bac pour organiser ma rotation. Donc parmi les autres équipements standards, vous avez par exemple ce filet de protection contre les oiseaux. Donc voilà, le filet il est taillé toujours pareil, un peu plus de 2,50 m, on a 3 piquets pour le maintenir, et voilà, d'une année sur l'autre on peut le déplacer. Alors à venir également, je vous prépare une vidéo, peut-être également du coup pour réfléchir à un système de tutorage de tomates adapté à ces bacs là, et qui pareil serait déplaçable d'une année sur l'autre. Donc chose très importante également au potager, et qui n'est pas valable d'ailleurs que pour le potager en bac de culture, c'est que chaque année il va falloir ramener de la matière organique à votre sol, parce que là vous voyez, on jardine dans un sol extrêmement meuble, extrêmement confortable, mais ça fonctionne parce que c'est extrêmement riche en matière organique. Et la matière organique, chaque année, il y en a une petite partie qui s'humifie en humus stable, mais une partie également qui s'oxyde en dioxyde de carbone, en CO2. Et donc, en même temps qu'elle s'oxyde, du coup, elle libère également ses nitrates, ces choses comme ça. On dit qu'elle minéralise. Et donc il faut compenser à chaque fois cette minéralisation de la matière organique. Et si on en croit par exemple l'équipe de maraîchage sol vivant et François Mullet, il faut apporter chaque année 2 kg de matière organique par mètre carré. Et donc on s'est dit, tiens, une prairie ça produit combien, une forêt ça produit combien. Les bibliographies étaient quand même assez légères à ce niveau-là, on avait des chiffres, tout n'importe quoi. Et puis on s'est dit, tiens, dans un champ de blé, on produit 5 tonnes de paille, ça fait ça, un bon paillage qui permet d'occulter, de garder l'eau, etc. On est autour de 20 tonnes. Et effectivement, on voyait dans la littérature que la nutrition du ver de terre, on était autour de ces choses-là. Et donc nous, on a dit 20 tonnes et on a dit en surface, parce qu'on a dit on va tout mettre en surface. Bon. Et grosso modo, c'est à peu près ce qu'il va falloir amener, mais on voit que ça commence à être un peu trop. Avec le recul, au bout de une petite dizaine d'années de recul, on voit que 20 tonnes de matière sèche par hectare et par an. On a des reliquats azotés énormes, ça pousse très très fort. C'est peut-être un peu trop. Et donc chaque année, pendant la grosse période de culture, vous apportez déjà énormément de paillage au pied de vos légumes, comme les solanacées. Vous n'hésitez pas également à mettre vos feuilles, les tontes de gazon qui vont apporter surtout de l'azote, pas tellement du carbone. Voilà, mais vous compensez également du coup en rechargeant chaque année avec du compost de déchets verts, ce qui vous permet très facilement d'avoir vos 2 kg et même bien au-delà, vu qu'avec une remorque l'an dernier, j'avais ramené 700 kg en une remorque pour 100 mètres carrés de bac, donc vous faites le calcul, ça faisait 7 kg de compost par mètre carré, donc on est très au-dessus de ce qui est préconisé, donc voilà, après c'est peut-être presque un peu trop, ça risque de lâcher peut-être presque trop de nitrates. Mais en tout cas en l'état ça fonctionne très bien, j'ai vraiment un potager qui pousse à merveille. Et donc un point important également pour les cultures qui poussent de manière haute comme les solanacées, vous n'hésitez pas à pailler très fortement le sol de manière à déjà empêcher les mauvaises herbes de sortir, même si là vous voyez il y en a quand même une qui a réussi à passer là, donc voilà il y a quand même 2-3 petits trucs qui passent. Avec la bâche il n'y a rien qui passe, mais avec le paillage naturel vous aurez toujours un peu de chien dent qui arrive à passer. Mais bon, ça contribue également du coup à nourrir votre sol, en plus de protéger contre les mauvaises herbes, l'évaporation, enfin vous connaissez les bienfaits du paillage, on en reparlera peut-être dans une autre vidéo. Mais voilà, là vous voyez, n'hésitez pas à en mettre épais. Là regardez, là j'ai quasiment 15-20 cm de paillage là, sur les aubergines. Et donc voilà, pareil, c'est ça pour le coup c'est de la matière sèche apportée à votre sol et qui va réenrichir du coup votre sol en humus, en nitrate, en plein de choses. Et donc voilà, je vous avais quasiment, enfin moi je ne fais quasiment aucun autre apport, peut-être un peu de cendre, parce qu'on est chauffé au bois ici, donc peut-être un petit peu de cendre chaque année dans les bacs, et encore cette année je ne l'ai même pas fait, vous voyez, et regardez comment ça pousse. Mais donc de manière générale, vous retrouvez quand même avec un sol extrêmement riche,
vous apportez déjà énormément de matière organique qui va libérer son nitrate au fur et à mesure, parce que c'est pas du nitrate minéralisé, c'est du nitrate organique, de l'azote organique qui a besoin du coup d'être minéralisé. Donc ça va diffuser en longueur. Donc vous allez déjà avoir un sol extrêmement riche en azote. Donc évitez de trop rajouter quand même de déchets verts, parce que là ça reviendrait quasiment à avoir un élevage de porc en Bretagne qui crache du lisier. C'est que mettre trop d'azote, ça finit par polluer. Donc faut éviter quand même de trop charger, surtout en tonte fraîche, en tonte extrêmement verte, vos bacs. Donc essayez quand même d'y aller avec parcimonie là-dessus, parce que vous avez déjà un apport d'azote extrêmement élevé. Alors un autre point qu'il est important de bien réfléchir sur ce genre de potager en termes d'emplacement des bacs, c'est la taille des allées et la manière de laisser les allées s'enherber ou non. Faut bien comprendre, si vous mettez des allées de 50 cm entre chaque bac de 1 mètre, vous allez avoir la moitié de votre surface de potager qui va être consacrée aux allées en fait. Je vous laisse faire le petit calcul, vous verrez, c'est pas compliqué à calculer. Donc mettre des grandes allées, ça réduit quand même beaucoup votre surface de culture. Donc c'est pas forcément une méthode conseillée si vous avez un tout petit espace. Peut-être que vous aurez plus intérêt à faire une immense planche au sol et puis à cultiver au sol pour vraiment optimiser votre espace. Après, si vous avez de l'espace, ça fonctionne très bien et vous pouvez de toute façon fortement concentrer vos cultures dans les bacs et laisser un peu les cultures dépasser sur les allées, et ce qui fait que en termes de lumière, elles profitent entièrement de la lumière, et au niveau du sol, elles s'y retrouvent largement aussi, puisque vous avez un sol extrêmement riche où elles trouveront largement de quoi se nourrir, et donc au final vous aurez quasiment le même effet que si vous cultiviez la surface entière à plat dans un sol beaucoup moins riche. Donc moi au jardin, j'ai fait le choix de laisser les allées enherbées. Donc ça implique un peu de travail, puisque du coup il faut passer le rotofil régulièrement pour empêcher les allées de trop s'enherber et donc les planches de pourrir dans l'humidité. Par contre, je trouve que ça apporte vraiment beaucoup de vie au jardin, beaucoup de verre. Et vous voyez, par exemple, il y a des bâches par-ci par-là. Globalement, on y prête assez peu attention, parce que en fait les allées compensent cet effet des bâches et permet vraiment de donner vie à tout ça. Et donc voilà, c'est un peu de contrainte en termes de travail de laisser les allées enherbées, mais donc ça apporte vraiment de la biodiversité, de la vie. Il y a énormément d'insectes partout dans le jardin. Le seul souci également qu'on pourrait noter, c'est que du coup l'herbe arrive à passer sous les bacs et puis à réenherber un petit peu sur les côtés. Mais enfin, je trouve que les avantages sont quand même largement supérieurs aux inconvénients. Donc on voit par exemple sur ces deux bacs là de tomates que l'allée en fait permet en fait aux cultures de respirer et de prendre un peu plus d'espace et d'être bien ventilées et de pas trop attraper le mildiou, dans la mesure où du coup les cultures dépassent un peu sur les allées. Parce que voilà, les plants sont très serrés, on a 14 par bac dans mon schéma. Et voilà, ça permet quand même que tout ça ventile bien et que, regardez, les cultures sont quand même propres. Je tiens bien le mildiou à part. Dès que je vois quelque chose de malade, je l'enlève. Et ça ventile bien, ça végète pas dans l'humidité. Et donc voilà, les cultures se passent bien. Donc un des points très importants de ce type de jardinage, c'est que les allées identifient vraiment les endroits où vous avez le droit de circuler, et qu'il faut jamais, si vraiment il n'y a pas le choix, vous le faites, mais il faut vraiment essayer de s'interdire de circuler à l'intérieur des bacs. Il ne faut pas marcher dedans pour éviter de tasser le sol. C'est vraiment l'endroit de la vie du sol, du sol aéré, meuble. Il ne faut pas que vous marchiez dessus pour éviter de le tasser. Donc les allées par contre, elles sont très tassées, vous circulez là. D'ailleurs ça contient énormément également la pousse de l'herbe, le fait que vous circuliez toujours au même endroit. Et par contre vous avez un sol extrêmement meuble, dans lequel vous arrivez à enfoncer votre main au-delà du poignet, mais parce que justement personne ne marche jamais dedans. Le fait que la planche aussi, elle est adjacente à un chemin qui, lui, va être compacté, fait en sorte qu'on circule jamais sur les planches. C'est ce qui fait qu'à long terme, on va développer un sol qui n'a pas de compaction, qui est léger, qui est prêt à recevoir un bon système racinaire. Alors là où il y aura peut-être un petit sujet, c'est au niveau de l'arrosage. Il faut savoir que ces composts de déchetterie sont extrêmement séchants. Qui plus est, comme votre terre est un peu surélevée par rapport au sol, vous allez avoir par la gravité un effet drainant du coup de l'eau qui va s'écouler. Donc voilà, ça fonctionne très bien en sol argileux. J'ai pas de retour sur des sols sableux ou plus légers en termes d'arrosage. Mais voilà, le cumul du compost de déchetterie plus de la différence d'altitude. Oh, attendez, il y a un gros frelon.
Bon, le frelon est parti, j'en menais pas large, j'aime pas trop ces bestioles là. Donc voilà, il y a quand même un sujet à ce niveau-là. Voilà, ça va dépendre de votre sol. Globalement d'ailleurs, votre technique de jardinage va beaucoup dépendre de votre sol. Donc là, pour l'arrosage, vraiment un point à soulever. Je sais qu'en sol argileux, ça fonctionne bien. En plus, on a cet effet bac qui se fait du coup sous les bacs de culture. Ça fait comme une sorte de réserve d'eau supplémentaire. Donc ça fonctionne très bien. Sur des sols plus légers, voilà, à voir. Et donc un point important à souligner avec ces bacs de culture posés à même un sol très argileux, c'est qu'avec le temps, en fait, même si j'ai pas eu le temps de très bien mélanger le compost, voilà, le compost en fait est posé sur le sol argileux et ça crée en fait sous les bacs comme une sorte de réserve d'eau qui est faite d'un sol plus aéré que le sol standard dans les allées, qui est extrêmement tassé du coup puisqu'on marche beaucoup dessus, et ça permet du coup à l'eau de venir se stocker sous le bac. Et j'ai remarqué que j'ai quand même une réserve d'eau extrêmement importante. Même si les racines ont du mal à descendre très profond pour l'instant, parce que voilà, le sol est très lourd en dessous, les plantes ont vraiment pas de problème à trouver d'eau. Et j'ai peur même de trop arroser, en arrosant qu'une fois par semaine, même en plein cagnard. Dès qu'il y a une petite pluie, quelque chose, en fait, tout se porte à merveille. Et donc un des soucis également que je vois à ce système de potager, c'est la pérennité en fait du système de plateforme de compostage. Ça fonctionne aujourd'hui, moi je trouve que c'est un peu un système quand même absurde, hein, puisqu'on demande aux gens de brûler du pétrole pour emmener jusqu'à la déchetterie en fait des tonnes de gazon qui gagneraient totalement à être compostés directement dans les jardins des gens. Donc voilà, pour l'instant le pétrole, il y en a beaucoup, les gens en usent et en abusent, et donc quand je vais à la déchetterie, je vois souvent des gens qui ouvrent le coffre de la voiture pour sortir 2 sacs de tonnes de gazon. Là-dessus, derrière, tout ça est mis dans des camions, du pétrole, et puis c'est mis en gros tas, il y a encore des grosses machines qui font tourner tout ça et tout et tout. Donc voilà, moi, pour l'instant du pétrole il y en a, le jour où il y en aura plus, je suis pas certain de la pérennité en fait de système de plateforme de compostage. Donc il va falloir trouver différemment à apporter la matière organique dans vos bacs. Je pense que ça va être le nerf de la guerre à l'avenir en fait, c'est comment arriver justement à trouver cette matière organique. Pour l'instant elle est quasiment gratuite, on peut en profiter, mais voilà, faut bien savoir que faut pas compter dessus, je pense disons à 50 ans à mon avis il y aura plus ça. Bon, donc je profite de cette vidéo également pour mettre en avant les commentaires que j'ai vraiment trouvé intéressants sur la première vidéo. Alors notamment le commentaire de Pascal qui suggère voilà, de mettre du carton dans les bacs pour étouffer la prairie. Alors effectivement, je suis tout à fait d'accord avec Pascal, j'ai pas pensé à le mentionner. C'est que j'ai jamais assez de carton. De toute façon, moi personnellement, j'en utilise assez peu parce que j'en ai pas beaucoup. Par contre, si vous avez moyen effectivement de récupérer du carton, voilà, vous n'hésitez pas à poser ça sur l'herbe. Ça aidera à la tuer encore un peu plus que juste avec le compost par-dessus. Alors pour ce qui est des cartons, il faut éviter de mettre du coup des cartons vraiment colorés avec des encres et des choses comme ça, parce que ça, ces encres, c'est fait avec des métaux lourds en fait. Le bleu par exemple, c'est du cobalt, des choses comme ça. Donc ça, c'est des atomes, si vous les mettez dans votre sol, ils vont rester tels quels. Si vous mettez un atome de cuivre dans votre sol, un métal lourd, il n'y a aucune raison qu'ils disparaissent ou qu'ils changent, ou alors c'est que vous avez fait une réaction nucléaire, et c'est qu'a priori c'est vraiment pas bon. Donc il faut vraiment faire attention à tout ça. Par contre, il faut peut-être se détendre un peu sur tout ce qui pourrait être polluant de type organique, donc pesticides et ce genre de choses. Donc je vous dis pas d'en mettre dans votre jardin, mais par exemple si votre carton contient un peu de fongicides, parce que c'est un carton qui a été fait en Chine et que voilà ils mettent des produits pour qu'il résiste au transport et tout, et que vous le mettez dans votre sol, il faut savoir que ces produits-là disparaissent, se font manger par les microbes dans le sol relativement rapidement. Prenez quelque chose comme le glyphosate, la demi-vie du glyphosate dans le sol c'est à peine un mois, enfin un peu plus d'un mois. Autant dans l'eau et dans l'air ça tient plus longtemps, autant dans le sol ça se fait manger par les microbes, ça se fait dégrader, et c'est une molécule où il y a absolument rien de toxique dedans en termes d'atomes, il n'y a pas de métal lourd, c'est que du carbone, de l'azote, du phosphate, des choses comme ça. Et une fois que c'est mangé, eh ben, voilà, le produit est plus dangereux. Donc voilà, si vous avez des traces de glyphosate sur vos intrants parce que votre paille elle est pas méga bio, faut bien vous dire que de toute façon ça va se faire manger très rapidement. Le sujet vaudrait une vidéo à part entière, je pense, parce que je pense que les gens ils gagneraient à se détendre un peu sur le sujet. Je pense qu'il faut avoir un peu conscience des problèmes, de ce qui vaut 1, de ce qui vaut 1000.
Vous aurez un peu le même genre de réaction par exemple sur les terpènes et tous les produits qu'il peut y avoir avec les résineux. Les gens par exemple veulent absolument pas de compost où il y aurait eu des résineux dedans, ou du cyprès par exemple, des choses comme ça, mais là c'est pareil, c'est des choses qui se font manger dans le sol en fait, tous ces produits toxiques. Surtout alors, si vous avez mis, il s'est passé 6 mois entre le moment où vous avez mis votre compost et le moment où vous faites votre première plantation, a priori vous n'aurez aucun problème, puis tout est question de dose également. Par contre, effectivement, si vous avez intégralement un compost de résineux et que vous plantez directement dedans sans attendre, là ça va pas le faire. Donc voilà, tout est question de dose, et puis il faut laisser du coup du temps à la nature pour que ça digère tout ça également. Et il faut également du coup un sol vivant, parce que c'est la vie qui dégrade tout ça. Règle numéro 1, la meilleure des matières organiques, c'est celle qui est pas chère. Puisque vous, votre objectif final, c'est quand même de gagner l'argent. Donc si vous cherchez à faire des mélanges très alambiqués avec pile poil ce qu'il faut de gazon, pile poil ce qu'il faut de BRF, etc., ça risque d'être compliqué de trouver toutes les ressources. Le meilleur moyen, c'est en entrée d'avoir des trucs pas chers. Donc de manière générale, si vos tas de branches broyées, c'est des mélanges, c'est-à-dire qu'il y a un peu de tout, si vous n'êtes pas à 100% d'un résineux spécial à la con, où il y a une sève à la con qui risque de poser des problèmes. Si votre branche broyée, c'est du mélange, même s'il y a de la feuille morte, même s'il y a un peu de gazon dedans, même s'il y a du... Alors, des fois on me dit, ah, le laurier ça se décompose mal, oui peut-être, mais quand il est mélangé avec le reste, on n'en a rien à faire, ça se voit pas. Quoi. Grosso modo, si vous avez des trucs qui sont mélangés, ça marche toujours. Ça vaut de l'or, quoi, la matière organique. Ça vaut vraiment de l'or. Donc si on vous file une matière organique un peu originale, vous ne faites pas la fine bouche, vous la mettez dans un coin et puis vous commencez à regarder ce que vous pouvez en faire. Quoi. Donc vous l'étalez un peu, vous regardez, vous plantez un truc dedans, ça a l'air de le faire, vous en mettez un peu plus, un peu moins, vous trouvez autre chose pour le mélanger avec, etc. etc. Mais vous crachez pas sur les matières organiques, quoi, quelle que soit leur nature. Bon, on a également le commentaire de Super Dupont qui est très intéressant, où il suggère en fait de faire appel à des scieries pour récupérer leur chute de bois, enfin leurs ratés, leurs défauts, qui sont pas vendables en tant que planches d'ouvrage de menuiserie, mais qui peuvent largement faire l'affaire pour faire des bacs. Et vous pouvez du coup être surclassé, avoir du meilleur bois, avoir du chêne ou de l'acacia pour le même prix. Donc voilà, l'idée est très bonne. Si vous avez l'occasion de faire ça, voilà, je vous conseille de faire ça. Bon, donc voilà, c'est un système de culture qui fonctionne très bien. Ça produit énormément de légumes avec assez peu de travail difficile comme le désherbage. On travaille à la main dans un sol extrêmement meuble, il n'y a quasiment aucun outil qu'on utilise. Voilà, l'outil il est là, en gros vous faites tout avec ça quasiment. Vous faites pas mal au dos également parce que la terre est surélevée par rapport aux allées de 10 cm, mais c'est vraiment 10 cm qui font la différence. Vous pouvez même travailler du coup assis sur les bordures de vos bacs et comme ça vous faites encore moins mal au dos. Ça permet vraiment de travailler en tout confort et vous n'êtes pas dans la corvée, vous êtes dans les instants plaisir. En plus de ça, avec les bâches, vous embêtez pas à faire du compostage. Vous soulevez les bâches, tout ce que vous avez en matière organique, en déchets de cuisine et tout, hop, vous mettez ça directement dans vos bacs, un peu caché sous du paillage ou sous vos bâches. C'est encore ce qu'il y a de plus efficace pour utiliser le mieux du coup vos déchets organiques. Vous n'avez pas de perte avec un premier chauffage qui va balancer quasiment le double de CO2 dans l'atmosphère. Vous gardez vraiment tout le carbone pour votre sol. Bon, et donc voilà, c'est la fin de mes vidéos de présentation de mon système de potager. Donc bon, le système est peut-être pas parfait, il y a sûrement des choses à améliorer encore, d'ailleurs j'y travaille en permanence. Mais sur les grandes lignes, il fonctionne très bien, hein, les cultures, enfin les récoltes que je fais chaque semaine en témoignent. Hein, je vous laisse regarder ma chaîne, vous verrez un peu tout ce que je peux ramasser. Pour un temps de travail quand même relativement minime, hein, ça me prend une demi-journée par semaine, grâce aux bâches, à tout ce que je peux mettre en place en termes d'équipements qui permettent d'économiser le temps. Et donc voilà, écoutez, c'était histoire de vous montrer tout ça, et puis voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit commentaire, tout ça, vous connaissez la chanson. Et puis moi je vous dis à bientôt.